Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par récapituler brièvement ce que nous avons vu la dernière fois. J'ai rappelé ici le plan dans lequel nous nous inscrivons. Donc dans cette partie que nous allons achever aujourd'hui, je pense, consacrée à la fonction des mots et des groupes de mots, nous avions d'abord travaillé sur la phrase avec, vous vous souvenez, cette chose importante au sujet de la phrase que sur laquelle j'ai déjà lourdement insisté, mais cette idée qu'au niveau de la phrase, il n'y a que deux fonctions, la fonction sujet, la fonction complément circonstanciel, sachant que toutes les autres fonctions peuvent être à l'intérieur des groupes, à l'intérieur du groupe verbal ou à l'intérieur du groupe nominal. Ensuite, on avait travaillé sur le groupe sujet, les différents types de sujets, mais en rappelant que simplement les deux sujets principaux, prototypiques, c'était le pronom personnel et le groupe nominal. Ensuite, on a travaillé sur le groupe verbal, et là, on a vu donc à l'intérieur du groupe verbal les différents types de compléments, donc tout simplement complément d'objet direct, complément d'objet indirect, cette fois-ci donc à l'intérieur du groupe verbal, et puis la fonction attribut également, puisque quand on est à l'intérieur du groupe verbal, il y a cette première bifurcation entre les groupes verbaux à complément d'objet et les groupes verbaux attributifs. Ensuite, donc on avait travaillé sur le complément circonstanciel, pour vous montrer la frontière, parfois, disons pour vous faire sentir la différence entre un complément circonstanciel et un complément d'objet, j'avais commenté des exemples ambigus, du type ils l'ont vu tomber du bateau, ils jouent à lancer la balle dans la cour, dans lesquels on voit bien que, en fonction de l'interprétation de la phrase, on va obtenir une fonction différente, soit fonction complément d'objet, soit fonction complément circonstanciel, et ce contraste entre complément d'objet et complément circonstanciel, il provient du fait que le complément circonstanciel est prévu par le sens du verbe. Il est prévu par le sens du verbe. Le verbe aller signifie aller d'un endroit à un endroit B, donc si j'indique l'endroit B, c'est un complément d'objet du verbe. En l'occurrence, complément d'objet indirect, par exemple, dans « je vais à Paris ». En revanche, si je donne une indication de temps, de lieu, de cause, qui n'a pas de lien direct avec le sens du verbe, eh bien, on va être dans le complément circonstanciel. Alors ensuite, on avait vu rapidement les principales fonctions dans le groupe nominal, donc les fonctions principalement liées à l'expansion du groupe nominal, donc adjectif, épithète et complément du nom. On avait vu également, à partir de l'exercice sur lequel on a travaillé, que les subordonnées relatives sont également font partie de l'expansion du groupe nominal, mais ça, on y reviendra lorsqu'on travaillera sur les subordonnées. Et puis j'avais récapitulé donc les grandes fonctions dans la phrase, donc complément circonstanciel et fonction sujet, les fonctions dans le groupe verbal, COD, COI et attribut du sujet, les fonctions dans le groupe nominal, fonction épithète, fonction complément du nom. Voilà, donc, et on avait terminé par un exercice à partir d'un texte de Julien Gracq, où on a examiné toutes les fonctions possibles dans le texte, et je vous avais montré que j'avais modifié le texte pour l'adapter à la faisabilité, disons, pour faire que le texte soit nettoyé de toutes les difficultés parasites pour l'analyse des fonctions. Alors, si vous n'avez pas de questions sur cette première partie, donc voyez, donc la notion de fonction, normalement, elle ne doit plus maintenant avoir la moindre obscurité pour vous. Voilà, vous voyez très clairement ce que c'est que les différentes fonctions, vous voyez où elles se situent. Vous vous souvenez, au tout début, on parlait de la hiérarchie des constituants, de la hiérarchie des fonctions. Ouais, c'est ça, voilà, la hiérarchie. Il y a des fonctions dans certains groupes et d'autres dans d'autres groupes. Alors maintenant, on va passer à un deuxième point important, qui est la prise en compte du niveau de la phrase et du cas où il y a plusieurs propositions dans la phrase. Donc ça suppose... Alors, on va le faire en deux étapes. D'abord, on va réfléchir globalement sur les cas où une phrase est composée de plusieurs propositions. Et puis, plus tard, d'ici 2 semaines, je pense, on travaillera
spécifiquement sur l'ensemble des propositions subordonnées. Là, c'est simplement pour vous montrer justement les relations d'inclusion dans les phrases et vous faire percevoir aussi un point très important à ce sujet. Alors, cette approche, elle suppose d'abord de faire la distinction entre phrase et proposition. Entre phrase et proposition. Bon, la phrase, je l'ai déjà dit, hein, la définition, il y a plusieurs sortes de définitions de la phrase, mais en gros, il y a une définition graphique, hein, la phrase, ça commence par une majuscule, ça finit par un point, bon voilà, c'est ce qu'on appelle la définition graphique de la phrase, et il y a aussi une définition structurelle, hein, la phrase, c'est groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Bon alors, dans ce deuxième sens, la notion de phrase se confond avec la notion de proposition. La proposition, une proposition, c'est toujours composé, une proposition, c'est une structure composée d'un groupe sujet, d'un groupe verbal et éventuellement d'un groupe circonstanciel. Alors, la seule différence entre phrase et proposition, c'est que le terme de proposition renvoie, on pourrait s'en passer, hein, je veux dire, on pourrait dire phrase intégrée. Une proposition, c'est une phrase au fond, hein, c'est la même chose. Sauf que dans la tradition grammaticale, on distingue phrase et proposition parce qu'on réserve le terme de proposition aux sous-phrases en fait, aux phrases qui sont dans une autre phrase. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on va dire, dans une phrase, il y a deux propositions coordonnées, deux propositions juxtaposées, il y a une proposition principale, une proposition subordonnée. D'accord ? Mais au fond, linguistiquement, la phrase et la proposition, c'est la même chose. C'est groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Simplement, encore une fois, le terme de proposition, dans la tradition grammaticale française en tout cas, est réservé au cas où une structure groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel est intégrée dans une autre structure plus vaste. D'accord ? Donc, par exemple, ici, le facteur distribue le courrier et il aime son travail. Vous voyez, vous avez une seule phrase graphique, hein, une seule phrase qui commence par une majuscule et qui termine par un point, mais vous avez deux fois la structure groupe sujet, groupe verbal. Ici, il n'y a pas de groupe circonstanciel. Hein. Le facteur distribue le courrier, première proposition. Deuxième proposition, il aime son travail. Il, groupe sujet, aime son travail, groupe verbal. Hein. Alors, il y a en fait deux types. Donc, quand une phrase comporte plusieurs propositions, on parle de phrase complexe. D'accord ? Phrase simple, phrase complexe. Une phrase simple, elle comprend une seule proposition. Une phrase complexe, elle comprend plusieurs propositions. Alors, deux grands types de phrases complexes. Les phrases complexes par subordination, donc dans laquelle vous avez une proposition, disons, subordonnée qui est incluse dans la principale. Alors ça, c'est très important hein, de retenir, c'est le point sur lequel je vais insister essentiellement, cette idée que la subordonnée, elle est incluse dans la principale, elle n'est pas après. Hein. Quand vous dites « je crois qu'il fera beau demain », c'est pas placé après « je crois hein. ». Qu'il fera beau demain, c'est inclus dans la phrase « je crois qu'il fera beau demain ». Donc c'est ça le point principal. Et puis pareil pour la phrase complexe par coordination ou juxtaposition. Là, les deux propositions sont sur le même plan, elles sont reliées par une conjonction de coordination ou une virgule. Hein. Donc, si je prends le facteur distribue le courrier quand le jour se lève, c'est une phrase complexe par subordination. Hein, elle contient la proposition subordonnée quand le jour se lève. Et puis, la phrase qu'on a vue tout à l'heure, le facteur distribue le courrier et il aime son travail, c'est une phrase complexe par coordination. Et elle est composée de deux propositions coordonnées. Le facteur distribue le courrier et il aime son travail. Hein. Il arrive parfois que dans les phrases juxtaposées ou coordonnées, le groupe sujet n'est pas répété. Par exemple, si on dit « le facteur arrive, ouvre la boîte aux lettres, distribue le courrier », vous voyez, le facteur, c'est le même sujet pour tous ces verbes. Bon, alors là, c'est ce qu'on appelle l'effacement ou l'ellipse du sujet, d'accord ? Ça n'empêche pas qu'il y a quand même trois propositions, ou quatre propositions. Hein. Il y a la proposition, le facteur arrive, la deuxième proposition, le facteur ouvre la boîte, troisième proposition, le facteur distribue le courrier, etc. Hein. Je veux dire, on restitue le sujet et on a bien quatre propositions, même si on a une seule fois le sujet qui est exprimé. Et puis, il faut ajouter un cas un peu particulier, mais qui est très fréquent dans les textes, en fait, hein, mais qui, bon, d'un point de vue grammatical, ne correspond ni à de la subordination, ni à de la coordination, c'est ce qu'on appelle l'incise. Hein. Je comprends, dit-elle, entre virgules, il faut partir. D'accord ? Donc, ces structures, là où il y a souvent une inversion du sujet, qui sont encadrées par des virgules à l'intérieur d'une phrase, c'est ce qu'on appelle des incises. Alors, on
on va tout de suite essayer d'appliquer cette idée de relation, d'inclusion entre les propositions à partir d'un texte. Donc, je crois que je vous l'ai déjà donné, ce texte de Sartre, les mots. Alors là, l'idée, c'est simplement d'étudier la structure des phrases. Donc, je ne vous demande pas du tout de me dire quel type de subordonnées on a, etc. Je vous demande simplement de prendre les phrases graphiques les unes après les autres, sauf la première, on la met à part parce qu'il y a une chose particulière. Donc on la laisse de côté, et puis on laisse aussi de côté la deuxième phrase là qui est entre crochets, je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais, ces pierres levées, qui pose un problème spécial, je n'en parle pas, mais on la met de côté, cette phrase aussi. Donc en dehors de ces deux phrases, le but est ici de repérer les phrases graphiques et de dire s'il y a une ou plusieurs propositions dans chacune de ces phrases graphiques. Donc par exemple, typiquement, pour la première, dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout, défense était faite de les épousseter sauf une fois avant la rentrée d'octobre. On a ici donc une structure phrase. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout, défense était faite de les épousseter sauf une fois avant la rentrée d'octobre. Donc ça, c'est la phrase graphique de départ, je l'appelle P. Et à l'intérieur de P, j'ai deux propositions, P1 et P2. La première, dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. La deuxième, défense était faite de les épousseter sauf une fois avant la rentrée d'octobre. Okay, et là, ces deux propositions sont simplement juxtaposées par... là, il y a un point-virgule entre les deux. D'accord ? Donc, je vous demande pour chacune des phrases du texte, donc on peut représenter la juxtaposition comme ça. Vous avez une phrase P, une structure générale, et puis les deux phrases, P1 et P2, qui sont juxtaposées. Je n'ai pas indiqué le signe de juxtaposition ou de coordination, mais ce sera le même schéma dans les deux cas. D'accord ? Donc, je vais vous laisser un tout petit temps de réflexion pour essayer d'identifier toutes les imbrications. Alors attention, parfois, il peut y avoir une autre subordonnée à l'intérieur d'une subordonnée, etc. Donc, il faut repérer, là, pour chaque phrase graphique, les relations d'inclusion. D'accord ? Je vous laisse 5 minutes. On va donc corriger l'exercice avec la deuxième phrase, donc intéressante. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus antiques qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Donc ça, c'est la phrase graphique complète. À l'intérieur de cette phrase, vous avez une première proposition, elles se ressemblaient toutes, qui est juxtaposée à une deuxième. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus antiques. Et à l'intérieur de cette deuxième proposition coordonnée à la première, vous avez trois propositions qui sont... trois propositions, peu importe le type de proposition, ici en l'occurrence ce sont des relatives, qui dépendent, vous voyez, des monuments trapus antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, et dont la permanence. Ces trois relatives sont liées à monuments, et elles sont à l'intérieur de la deuxième proposition. D'accord ? Ça vous donne donc une structure de ce type-là. Vous avez une première proposition juxtaposée à une deuxième, et à l'intérieur de cette deuxième proposition, vous avez trois autres propositions. Oui ? La relative, c'est un type de subordonnée. À l'intérieur, on verra, mais c'est très simple, à l'intérieur de la catégorie générale des propositions subordonnées, vous avez trois grands types. Les subordonnées relatives, introduites par qui, dont, etc. Les subordonnées conjonctives, introduites par que ou par si. Je pense que tu viendras demain, ou je me demande s'il fera beau demain, d'accord ? Et puis les circonstancielles, parce que, puisque, lorsque, etc. D'accord ? Mais ça, j'y reviendrai. C'est donc, la relative, c'est une sous-catégorie de subordonnées. Alors, maintenant, la phrase suivante. Bon. Qui est-ce qui veut faire une proposition ? Oui ? Alors, oui, ça c'est un choix de terminologie, mais j'y reviendrai là aussi quand je vous parlerai des différents types de subordonnées. Alors, si vous voulez, à l'intérieur, en fait, c'est très variable, l'emploi de conjonctive, complétive. Mais dans la terminologie que je vous propose, vous avez à l'intérieur de la classe générale des complétives, vous avez
En fait, vous avez deux sortes de complétives. Les complétives en que, qu'on va appeler conjonctives, et les complétives en si, qui sont les subordonnées interrogatives indirectes. Hein. Donc, mais ça, on le reverra plus tard. D'accord? Mais c'est une bonne question parce que d'un manuel à l'autre, d'une grammaire à l'autre, entre complétive et conjonctive, c'est extrêmement flottant. Hein. Mais bon, ça, il suffit de se mettre d'accord à un moment donné. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on propose une terminologie un peu officielle pour que tout le monde s'y retrouve. Mais c'est vrai que c'est assez flottant. Alors, donc, là, c'était donc la phrase maintenant qui commence par « Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière ». Qui est-ce qui veut se risquer à l'analyse de cette phrase, l'analyse en proposition? Oui? Allez, on tente. Je vais toucher en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, proposition principale, mais je ne savais pas. Alors, pourquoi principale, hein? Juste, c'est une proposition. C'est une proposition qui va être reliée. Mais je ne savais trop quand. Voilà. Donc, il y a mais, qui est une conjonction de coordination. Donc, on a un premier élément, une proposition coordonnée à un autre qui commence par je. D'accord? Je, et alors, ensuite. Je ne savais trop quand faire, donc ce serait. Si c'est d'accord, Oui, parce qu'avec mais, c'est de la coordination. Hein? donc on a Une deuxième. Et j'assistais chaque jour à. Là, c'est une troisième qui commence, d'accord? Hein? Avec et. J'assistais, alors ici. Chaque jour à des cérémonies. Et encore une autre dont le sens m'échappait. Oui, mais alors là, la différence, c'est que celle-là, elle va être incluse. Hein, des cérémonies dont le sens m'échappait. Et puis ensuite, vous avez, après les 2 points, alors là, il y a une. On pourrait hésiter entre 2 points. Est-ce que c'est une phrase? C'est une autre phrase qui commence après les 2 points? Bon. C'est une autre proposition, mais si on retient de la définition de la phrase qu'elle commence par une majuscule et qu'elle termine par un point, ça fait partie. Par rapport au fait, mon grand-père, le sujet est relié à c'est mon grand-père qui m'a mis ses objectifs. Ouais. Donc pour moi, c'est une proposition. Oui, bien sûr, c'est une nouvelle proposition. Hein. La question, c'est de savoir, à la rigueur, on pourrait défendre peut-être l'idée que c'est une nouvelle phrase après les 2 points. Mais non. Alors, voici comment les choses se présentent d'une manière, disons, schématique. Hein. Vous avez « Je l'ai touché en cachette pour honorer les mains de leur poussière », mais conjonction de coordination. Deuxième proposition coordonnée, je ne savais trop qu'en faire. Et troisième proposition coordonnée, j'assistais à des cérémonies à l'intérieur de laquelle il y a une subordonnée dont le sens m'échappait. Et ensuite, après les 2 points, vous avez une quatrième proposition juxtaposée, mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants. Là, c'est encore une subordonnée à l'intérieur de P4, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant, qui est la suite de P4. Donc, la structure de cette phrase, elle se présente comme ça. Vous avez une grande phrase, P, et puis 4 propositions juxtaposées. Hein. Là, il y a mais, là, il y a et là, il y a 2 points. Et puis, vous voyez, quand il y a une subordonnée, je mets un fond gris pour montrer vraiment la relation d'inclusion. Hein. Et là, vous avez P3A, P4A, qui sont des propositions subordonnées incluses dans les propositions qui sont coordonnées ou précédentes. Bon, ça aussi, ça fait pas. C'est ça, comprendre la syntaxe de la phrase. Hein. C'est comprendre les relations d'inclusion. Alors, ensuite, on a quoi? Il reste plus qu'une phrase. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénule noire, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. Oui, allez-y. Quelquefois, je m'approchais, je me mettais comme une proposition P1 pour observer les boîtes P2 qui se fendaient. Ouh là 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 là. Alors là, vous segmentez trop. Hein. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes. Pourquoi vous les coupez? Qu'est-ce qui justifierait d'arrêter ici? Vous voyez bien que je m'approchais pour quelque chose, donc le pour observer ces boîtes va avec m'approcher. Et qui se fendaient comme des huîtres, ce sont les boîtes qui se fendent comme des huîtres. Donc en fait, il faut aller jusqu'à huîtres. Hein. Quelquefois, je m'approchais
pour observer ces boîtes qui se fondaient comme des huîtres. Ça, c'est une première proposition, mais à l'intérieur de cette proposition, vous allez avoir qui se fondaient comme des huîtres. Hein? D'accord. Et ensuite, après le et, donc ensuite et puis il y a des choses coordonnées. Je mettrais une seule proposition de et je découvrais jusqu'à des Béninois. Oui. Et qui buvaient l'encre en certains champignons en faisant des... Alors, qui est à l'intérieur de la précédente. Hein. Donc, ça se présente de cette façon-là, schématiquement. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se vendaient comme des huîtres. Donc, c'est là une subordonnée à l'intérieur de cette proposition. Et la deuxième phrase, qui contient deux propositions, oui, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. En fait, il y en a deux, elles sont elles-mêmes coordonnées entre elles. Deux propositions subordonnées à l'intérieur de P2. Hein. Donc ça donne un schéma de ce type-là. Vous avez une première proposition avec une subordonnée, coordonnée à une deuxième proposition avec deux autres propositions qui sont elles-mêmes coordonnées. D'accord? Donc, vous voyez, en fait, chaque fois qu'on a un verbe conjugué à un mode personnel, c'est-à-dire un verbe qui n'est ni à l'infinitif, ni au participe présent, ni au participe passé, on a une nouvelle proposition, obligatoirement. Hein. Donc, si vous voulez compter, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper sur le nombre de propositions, ben, il faut retenir, il faut observer le nombre de verbes conjugués, vous voyez, enfin conjugués à un mode personnel. Par exemple, ici, vous voyez, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 propositions. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, quand je compte les verbes, je m'approchais 1, qui se fondait 2, je découvrais 3, buvais l'encre 4 et sentais le champignon 5. Donc, chaque fois que j'ai un verbe conjugué à un mode personnel, j'ai obligatoirement une nouvelle proposition. La question, c'est de savoir si cette proposition, elle est juxtaposée à une autre, ou bien elle est subordonnée. Hein. Quand une proposition est subordonnée, en fait, elle remplace un constituant qui normalement est un groupe nominal ou un groupe adjectival. Vous voyez, par exemple, ici, les relatives. Quelquefois, je m'observais pour observer ces boîtes qui se fondaient comme des huîtres. Donc, qui se fondaient comme des huîtres, hein, comme je vous l'avais déjà dit, c'est en fait l'expansion du nom boîte. On pourrait avoir à la place un adjectif ou un participe passé employé comme adjectif, comme fendu, ces boîtes fendues, par exemple. D'accord? Donc, on a une subordonnée chaque fois que, par exemple, à la place d'un adjectif, je mets une relative dans le groupe nominal, ou bien dans le groupe verbal. Je ne sais plus si on avait ici des... Non, ce sont surtout dans le texte, on avait surtout des relatives, hein, uniquement. Mais prenez un groupe verbal du type je crois qu'il fera beau demain. Qu'il fera beau demain est à la place du COD de croire. Je crois quelque chose. D'accord? Et vous remplacez un constituant par une proposition. Donc, la différence entre juxtaposition et subordination, elle est liée à cette idée, c'est-à-dire que quand vous avez une subordination, vous avez une proposition qui tient lieu d'un constituant. Un constituant de la phrase, juste un constituant. Par exemple, un GNCOD, un groupe adjectival, etc. Alors que dans la coordination, vous avez deux phrases qui sont complètes. Hein, c'est pas une phrase qui tient lieu d'un autre qui est mis à la place d'un constituant. Ce sont deux phrases complètes qui sont, deux propositions complètes qui sont mises, qui sont sur le même plan, qui sont reliées par une virgule, une conjonction de coordination, etc. Ok, donc ce sont deux modes de liaison des phrases. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que même dans le cas de la coordination, on a bien deux phrases incluses dans la phrase graphique. Et pas une phrase après l'autre. Hein. Certes, il y en a une après l'autre, mais elles font partie toutes les deux de la phrase graphique complète. Alors, une fois qu'on a examiné les différentes structures d'imbrication des phrases, et encore une fois, je vous le redis, hein, on refera un cours très complet sur les différents types de subordonnées,
mais j'avance de manière un peu progressive comme ça, plutôt sur les structures, il y a ce qu'on appelle les types de phrases. Hein. Alors, les types de phrases, c'est l'idée, là c'est une dimension, si vous voulez, qui n'est plus vraiment syntaxique à proprement parler, mais qu'on appelle plutôt pragmatique, hein, les types de phrases. C'est-à-dire qu'une phrase, c'est en même temps un acte. Et en fait, il n'y a que 3 types d'actes possibles, soit un acte donc d'assertion, c'est ce qu'on appelle le type déclaratif. Vous dites cette chimiste travaille dans un laboratoire, vous présentez ce que vous dites comme vrai, vous déclarez quelque chose, hein, c'est pour ça qu'on parle comme ça qu'on peut gloser le fait que ce soit le type déclaratif. Simplement, vous présentez un énoncé comme vrai, vous affirmez quelque chose, type déclaratif. C'est un acte de présenter quelque chose comme vrai. Ensuite, vous avez l'acte de poser une question, type interrogatif. Hein, avez-vous terminé? Est-ce que vous avez terminé? Etc. Et puis, type impératif, vous donnez un ordre, vous faites une demande, hein, ouvrez la fenêtre, mets le livre dans la bibliothèque, qu'il sorte, etc. D'accord? Donc ça, ce sont les 3 grands types de phrases. Vous prenez n'importe quelle phrase, elle est obligatoirement de l'un de ces 3 types. Et on ne peut pas en avoir 2 en même temps. Hein. On ne peut pas avoir une phrase qui est en même temps interrogative et déclarative. D'accord? Donc ce sont 3 types exclusifs et obligatoires. Pourquoi? Alors, dans certaines, pendant longtemps, en tout cas dans la tradition grammaticale française, on ajoutait au type impératif le type exclamatif. Hein. Mais en fait, on s'est rendu compte quand même que l'exclamation, ça a un statut totalement différent. L'exclamation, c'est juste une nuance qui peut s'ajouter aux types fondamentaux. Hein. On le verra, on verra qu'une phrase déclarative, elle peut être tout simplement déclarative, mais elle peut être déclarative et exclamative en plus. Une phrase, elle peut être interrogative et exclamative, etc. Et puis, par ailleurs, un point important, et là, qui a vraiment été, théorisé, d'ailleurs au départ plutôt par des philosophes que par des linguistes, hein, qui ont créé ce domaine de la pragmatique, on a remarqué que dans certains cas, le type de phrase ne correspondait pas à l'acte auquel normalement il correspond. Par exemple, une interrogation, est-ce que tu peux me passer le sel, devrait correspondre à une question. Hein. Mais si vous dites à quelqu'un, vous êtes à table, est-ce que tu peux me passer le sel? Si c'était une question, il répondrait par oui ou par non, et il ferait rien. Oui, je peux te le passer. Oui. Enfin, est-ce que tu as déjà mangé aujourd'hui? Oui ou non? Bon, voilà. D'accord? Donc on voit bien que la question est-ce que tu peux me passer le sel n'est pas une vraie interrogation, en fait. C'est en fait une demande atténuée. Donc au fond, c'est une phrase qui a un type interrogatif, mais qui a une valeur pragmatique injonctive. Hein? Enfin, disons impérative, si vous voulez. Puisque ça signifie passe-moi le sel, en fait. Est-ce que tu peux me passer le sel? Passe-moi le sel. La vraie question, ce serait, par exemple, si la personne, vous imaginez un scénario où elle est à table, le sel est très loin, est-ce que tu peux me passer le sel? Ah oui, je vais faire un effort et je vais bien me tendre le bras, peut-être que je peux te l'attraper, oui, je vais essayer. Là, ça serait une vraie question. Mais en général, non. C'est une façon atténuée de demander quelque chose. D'accord? Donc, dans certains cas, le type syntaxique de la phrase ne correspond pas à sa valeur pragmatique normale. Une interrogation, au sens syntaxique du terme, ne correspond pas forcément à une interrogation au sens pragmatique du terme. Ça peut être un ordre atténué. Même chose pour, par exemple, vous avez terminé, bon, là il y a un point d'interrogation, c'est clair, mais c'est quand même un ordre de phrase déclaratif, hein, mais qui a une valeur interrogative. Alors, quand on a décrit les types de phrases, on ajoute traditionnellement les formes de phrases. Alors, les formes de la phrase, ce sont, cette fois-ci, à la différence des types, des choses tout à fait facultatives. Hein. Une phrase peut être de forme négative, de forme passive ou de forme exclamative, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Hein. Certaines phrases sont évidemment pas négatives, d'autres ne sont pas passives mais actives, et d'autres ne sont pas exclamatives. Bon.
Donc, et puis en plus, on peut les combiner. On peut avoir une phrase qui est à la fois négative, passive et exclamative. Hein. Alors ça, ce sont les trois formes principales. Il y en a d'autres qu'on verra la semaine prochaine, mais ce sont les trois formes principales. Donc, la forme négative, donc avec des adverbes de négation qui sont dans le groupe verbal. Elle mange des fraises, elle ne mange pas de fraises. Avez-vous terminé, n'avez-vous pas terminé? Ouvrez la fenêtre, n'ouvrez pas la fenêtre. Donc vous voyez que là j'ai pris trois phrases, l'une qui est déclarative, la deuxième qui est interrogative, la troisième qui est impérative, et vous voyez qu'à chaque fois on peut faire opérer la négation. Hein. Sachant que dans l'interrogation interrogation négative, souvent là aussi c'est l'interro-négative a souvent une valeur spéciale. Hein. C'est pas juste une interrogation négative. Bon, mais je passe sur ce point. La forme passive, deux témoins ont raconté la scène a été racontée par deux témoins. Bon, voilà, hein, là il y a une sorte d'inversion entre le sujet et le complément d'agent. Je passe, c'est quelque chose. Alors, oui. Et enfin la forme exclamative, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on peut combiner l'exclamation avec la forme déclarative, avec le type déclaratif, avec le type interrogatif ou avec le type impératif. Donc, par exemple, pour la combinaison du déclaratif et de l'exclamatif, c'est bon que c'est bon, avec un point d'exclamation. L'interrogatif plus l'exclamatif, avez-vous enfin terminé? Vous voyez, prononcé d'une façon un peu véhémente, on pourra hésiter entre le point d'interrogation et le point d'exclamation. D'ailleurs, parfois, dans certains textes, il y a les deux. Hein. Notamment dans les bandes dessinées, mais bon. Ouvrez la fenêtre, impératif et exclamatif, vous remarquerez que le point d'exclamation n'est pas obligatoire. Hein. Ouvrez la fenêtre, on peut le dire sans exclamation. Mais souvent, il y a une coïncidence entre impératif et exclamation. Bien. Alors, quand on parle d'une phrase de base, si vous voulez, comme le facteur distribue le courrier, on pourrait dire, alors à ce moment-là, s'il a la forme négative, on va dire que dans le facteur distribue le courrier qui n'a pas la forme négative, il est à la forme positive, au lieu de négative. Et puis à la forme active plutôt que passive. Bon alors, en fait, par convention, on n'est pas obligé de le dire, puisque ça, le fait que la phrase soit active, non négative, c'est-à-dire positive, et puis non exclamative, c'est en fait, ce sont des propriétés par défaut de la phrase. Donc si on ne précise la forme de la phrase que lorsqu'elle n'est pas la forme par défaut, c'est-à-dire quand elle est négative, quand elle est passive, etc. D'accord? Bien. Alors, on verra ensuite. Donc ça, ce sont les formes les plus basiques, si on veut. Il y a d'autres formes de phrases qu'on verra la semaine prochaine, mais je vais m'arrêter ici. Est-ce que vous avez des questions sur... Oui ? Alors, si on peut très bien parler de proposition principale, à condition de s'entendre sur ce que ça signifie. Alors, par exemple, je prends... prenons cette deuxième phrase, bon, c'est avec des relatives, mais... Donc, ici, la proposition principale, c'est la difficulté de la notion de proposition principale, c'est que dans certaines pratiques scolaires, on va dire pour une phrase comme celle-ci, la P2 ici, je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus antiques qui m'avaient vu naître. Mettons que la phrase s'arrête ici et qu'on ait seulement la relative qui m'avait vu naître. Qu'est-ce que vous allez entendre dans les classes de la part des professeurs? C'est que la proposition principale, c'est « je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus antiques » et la subordonnée, c'est « qui m'avait vu naître ». Alors le problème avec cette présentation, qui n'est pas complètement fausse, c'est que ça donne l'impression que la subordonnée est après la principale. Mais la principale, c'est en fait la phrase P complète. Vous voyez ? Parce que si on dit que la subordonnée, elle est après la principale, on perd complètement de vue l'idée que la subordonnée est incluse dans la principale. Donc la principale, en fait, c'est la phrase tout entière
au fond, avec une possibilité que ici il y ait une expansion nominale supplémentaire dans monument trapu antique. Vous voyez, en réalité, la façon, mais je vous en reparlerai justement, parce qu'on a un peu le même genre de choses avec les subordonnées complétives. L'exemple que je donnais tout à l'heure, je crois qu'il fera beau demain. Là aussi, vous aurez beaucoup de professeurs qui vont vous dire, la principale c'est je crois, et la subordonnée qu'il fera beau demain. Mais on ne peut pas dire les choses comme ça. La principale c'est je crois X, c'est je crois plus un vide dans le COD, d'accord? C'est je crois quelque chose. Ça c'est la principale. Je crois quelque chose. Parce que je crois tout seul, de toute façon, ça ne fait même pas phrase. Ça ne veut rien dire. Je crois quelque chose. Ça, c'est la principale. Et la subordonnée, c'est qu'il fera beau demain, qui est mis à la place de quelque chose, ou du X qui remplace le COD de croire. Vous voyez la différence entre dire je crois principal qu'il fera beau demain subordonné, et principal je crois quelque chose, subordonné qu'il fera beau demain, qui est mis à la place de quelque chose. Dans la deuxième explication, on fait bien sentir l'inclusion de la subordonnée dans la principale. Alors que dans la première explication, on a l'impression qu'il y a l'une après l'autre. Mais si on fait ça, si on présente les choses comme ça, on perd complètement de vue le sens même de la notion de subordination, le sens même d'idée qu'une phrase est incluse dans une autre phrase. Mais on peut parler de principal. Bien, alors, on va donc arrêter là pour aujourd'hui.